imaginez. Ce serait cool, hein? Donc aujourd'hui, on va vous discuter d'une petite news qui est sortie dans l'agence Science Presse aujourd'hui, pas France Presse, Science Presse, qui a été trouvée par notre cher recherchiste Monsieur Toki. Et on va parler aujourd'hui de canicule marine. Alors vous allez me dire, canicule marine? Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, Monsieur Gouel? Eh bien, je vous répondrai à vous, chers viewers enthousiastes, qu'il s'agit d'un phénomène qui est quand même assez peu connu et qui est assez perturbant. Enfin, perturbant, dans le sens, il est problématique et il peut avoir des gros impacts sur les écosystèmes. Ce qu'on appelle par une canicule marine, bah, c'est comme une canicule sur Terre, mais dans l'eau. Voilà, merci, fin du live. Non, alors déjà, regardons un petit peu cet article qui est sorti le 8 septembre 2023 par l'agence Science Presse, une agence qui parle depuis 45 ans de faits scientifiques vulgarisés. Et en gros, donc, ce qui titre, c'est que les vagues de chaleur qui frappent en haute mer, comme celles observées cet été dans l'Atlantique, ont été beaucoup moins bien étudiées que celles qui frappent sur la terre ferme. On est tout au plus une idée approximative de leurs impacts. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on appelle une canicule marine? Une canicule marine, c'est tout simplement une élévation brutale et longue de la température des océans pendant un certain laps de temps. Vous savez que la température... En fait, je vais vous poser une question. Et du coup, Toki, toi qui réagis actuellement sur le live, est-ce que vous savez à quoi correspond la température? Alors, nota bene, en Méditerranée, c'est bien plus impactant qu'il n'y a pas de marée. Ah, ben ça, on va en reparler aussi, ça. Garde ça dans ton inventaire. C'est une très très bonne intervention. On va en parler après ça. Donc, la question actuelle, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est physiquement que la température? À quoi correspond physiquement la température? Eh bien, parce que c'est un peu un monologue aussi que je me fais de mon côté, la température, ce sont des atomes qui bougent exactement, Touki. La température, c'est une valeur physique qui correspond à l'agitation moléculaire des molécules. L'agitation moléculaire des molécules, incroyable. Une quantité d'énergie, une agitation moléculaire, exactement. Et salut, Soshane, bienvenue parmi nous. Et je dis aussi bien bonjour à tous les lurkers qui sont présents, j'espère que vous allez bien. Donc c'est effectivement une quantité d'énergie, c'est tout simplement que des molécules qui bougent vont bouger avec justement un certain avec une certaine direction et avec une certaine intensité. À l'échelle des molécules, c'est un mouvement qui est très peu prédictible. On appelle ça le mouvement brownien des molécules, donc ça bouge dans un certain espace, dans le volume qui est associé aux particules, avec un certain état, qui soit état solide, gazeux ou liquide. Ça, évidemment, ça dépend des molécules considérées. Mais mettons par exemple qu'on est dans le cas de l'eau. Tout simplement de l'eau. Le milieu qui est une molécule qui, quand même, correspond à beaucoup des molécules qui sont présentes sur notre planète. Eh bien, en fonction de son agitation, la structure moléculaire de l'eau va atteindre une certaine configuration. Si par exemple c'est une structure solide, il n'y a pas beaucoup, relativement pas beaucoup d'agitation moléculaire, et du coup, il peut y avoir une formation de cristal au niveau de l'eau. Une structure cristalline qui va former justement la glace. Si la température augmente un peu, eh bien, il va y avoir de l'eau liquide, et si elle augmente beaucoup, il va y avoir de l'eau sous forme de gaz, en vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les liens entre molécules sont différents. Dans le cas du solide, les liens sont plus forts, et dans le cas de la vapeur, les liens sont peu forts, ils sont très faibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une augmentation de température, vous avez une augmentation du déplacement des molécules dans un espace. Donc, ça va dépendre énormément du type de milieu et du type d'espace qui est considéré. Je prends par exemple, au milieu terrestre, nous avons de l'air. L'air, c'est un mélange de énormément de choses, notamment de la vapeur d'eau, de l'azote, du carbone, du méthane, énormément, un mix, on va dire, de choses, quand même assez intéressant. L'air que nous respirons, en tout cas, c'est un mélange de plein de choses. Donc, ce sont des gaz. Ce sont des gaz et dans une logique de physique, on peut considérer que ce sont des qui sont régis par la mécanique des fluides. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des gaz. Et comme ils sont dans un état particulier, eh bien, nous, on va avoir une sensation de chaleur aussi, qui est liée justement à est-ce que le gaz qui est autour de nous s'agite beaucoup, donc ça veut dire transmet d'énergie beaucoup à nos cellules, par exemple.
Donc ça va avoir, je simplifie évidemment, hein, mais ça va avoir un impact sur notre sensation de la chaleur. Donc évidemment, si la chaleur augmente, nous, on va avoir très chaud, et on peut effectivement parler d'une canicule quand, sur le milieu terrestre, il y a un dépassement de la valeur 30 degrés pendant au moins un jour et une nuit, je crois. Ou 2 jours de nuit, il me semble. Mais en tout cas, c'est 30 degrés pendant un certain temps. On peut considérer que c'est une canicule. Soit dit en passant, il y a eu beaucoup de canicules cet été et a priori, avec le changement climatique, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes dans l'air et l'air est un milieu qui réagit assez rapidement au changement de la canicule. Ah, tu connaissais même pas les critères précis de canicule? Eh oui, ça, ce sont des critères de météorologie. Il me semble qu'on parle de canicule. En tout cas, au Québec, tiens, c'est quoi? Je vais aller voir Météo Média. Définition canicule. Hop. Ah, c'est 3. En plus, c'est 3, tu vois. Et donc, une canicule est un épisode de température élevée de jour comme de nuit sur une période prolongée de au moins 3 jours. Et ça, c'est Météo France qui le dit. Voilà. Donc, 30 degrés, c'est quand même beaucoup. On va pas se mentir. Donc, quand on est dans le milieu, on va dire, aérien, on a cette sensation de température et le gaz de l'air va réagir assez rapidement au changement de température. Donc ça veut dire que si vous augmentez l'apport d'énergie que reçoit le gaz, eh bien ce gaz va modifier rapidement sa température. Chazot serait là, il pourrait nous parler de constante thermodynamique et tout ça, de physique. On n'en est pas jusque-là. Là, Chazot, pour l'instant, il est sur les mers. Donc, voilà. Oh, Aplysia est toujours en mode pirate. Incroyable. Amusez-vous. Aplysia est là pour vous régaler. Donc, si on est sur l'air, par exemple, si on a une différence entre jour et nuit. Le jour, il y a le soleil. La nuit, il n'y a pas de soleil. Donc le jour, il y a un apport d'énergie avec du rayonnement solaire sous forme principalement de rayonnement radiatif. Donc un apport d'énergie grâce aux longueurs d'onde du soleil. Donc cet apport d'énergie va réchauffer rapidement le gaz et la température va augmenter dans la journée avec justement le passage du soleil, puis rediminuer en été, pendant la nuit. Donc vous voyez que tous ces changements peuvent être à l'échelle d'un jour. Parce que ce sont des changements qui sont rendus faisables par la nature même du milieu qui est un gaz. Ceci est complètement différent dans le cas de l'eau liquide, donc dans le cas des océans. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que les océans et l'eau, de par la structure moléculaire de l'eau, l'océan est capable d'emmagasiner énormément de chaleur, d'énergie avant d'augmenter sa température. Pourquoi? Parce que cette énergie est dissipée dans les liens hydrogène et les liens qu'il y a entre les différentes molécules qui composent l'océan. Donc ça veut dire qu'au lieu d'augmenter leur mouvement des molécules, eh bien les molécules reçoivent de l'énergie et la transmettent dans le réseau qu'elles forment avec leurs autres molécules autour d'elles. Exactement, ça emmagasine énormément. Ce qui veut dire que la capacité thermique, donc c'est-à-dire la capacité à emmagasiner de l'énergie d'un milieu avant de modifier sa température est extrêmement élevée. Méditerranée bouillotte naturelle, ben oui. Oui, effectivement, parce qu'en plus, la Méditerranée est située au sud, et comme disait Toki, il n'y a pas de marée. Donc ça vient aussi jouer là-dedans. Donc pour vous redonner ce contexte-là, il va y avoir une augmentation de température lorsqu'il y a une augmentation constante d'énergie, et pas juste un peu d'énergie et pas d'énergie après. C'est pour ça, par exemple, que si vous regardez les différences de température qu'il y a à l'échelle d'une journée sur l'atmosphère, versus une différence de température qu'il y a à l'échelle, dans l'océan, à l'échelle aussi d'une journée, eh bien c'est vraiment, vraiment différent. Parce que, mettons, je donne des chiffres comme ça, tirés à la louche, au niveau de l'atmosphère, on peut avoir des différentiels de 10, 15, 20 degrés en un jour, entre le jour et la nuit. Exemple, source, moi, source de point moi, hier, on était passé de 10 degrés le matin à genre 20 degrés en fin d'après-midi, tu vois. Donc, il y a un différentiel particulier de, quand même, on va dire, mettons, un ordre de grandeur de 10. Tandis que, quand on est dans les océans, à l'échelle d'une journée, on peut avoir des ordres des modifications de température beaucoup plus faibles. Et qu'on peut passer de 1 à 2 degrés maximum. Et ça, encore plus quand on considère l'étagement, parce que, évidemment, l'océan n'est pas quelque chose de uniforme. Et la seule partie qui reçoit d'énergie dans l'océan, c'est la surface. Donc, si en plus on considère
la profondeur dans cette équation, c'est n'importe quoi. Exemple, on peut avoir à la surface, donc au niveau des premiers mètres, on peut avoir des différences de, mettons, 4 degrés dans l'eau, mais après 5-6 mètres, cette différence-là est complètement perdue, et les couches profondes ne changent pas de température. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un étagement, on va dire un empilage de... Attendez, moi je commence à avoir un peu chaud aussi. Un étagement, on va dire, de molécules qui vont dissiper cette énergie avant qu'elles atteignent les molécules plus profondes. Chez moi aussi, ça varie beaucoup. 8 degrés le matin et 25 l'après-midi. OMG. Bon, 25, ça va encore. Ça va encore. Si c'est pas trop humide. Donc, ça veut dire que vous avez ici deux médiums, on va dire, qui sont complètement différents. D'une part, vous avez l'atmosphère, qui est un mix d'énormément de gaz, notamment de l'eau. Et vous avez le milieu marin, qui est presque constitué que de molécules d'eau. Y a-t-il des courants qui peuvent jouer sur ces étagements? Tout à fait. Tout à fait. Et ça, on va en parler, je pense, dans un live où on parlera des courants. Parce que les courants pourraient avoir un live à eux tout seuls, tellement c'est intéressant. Mais pour la faire simple, vous avez des masses d'eau. C'est comme justement les vents. Les courants, ce sont les vents, en fait, de l'eau. Parce que dans l'atmosphère, ce qui va créer des vents, ce sont différentiels de température, entre autres. Et la rotation de la Terre, certes, mais c'est surtout principalement des différentiels de température. Dans le sens où vous avez des endroits qui sont très chauds, qui ont un excédent d'énergie, donc il va y avoir un déplacement de cette énergie chaude vers des endroits qui sont plus froids, pour justement équilibrer les différentiels de température. Parce que la nature déteste quand c'est déséquilibré. Donc elle va avoir naturellement envie de se remettre. Donc ça, c'est juste un déplacement d'énergie vers des régions très chaudes, vers des régions plus froides. Et bien, c'est à peu près la même chose au niveau des océans, sauf que c'est sur des échelles de temps beaucoup plus longues et avec, on va dire, d'autres contraintes. Parce que, comme je vous disais, l'océan, c'est de l'eau salée en plus. Donc, en plus de la température, il y a la salinité qui rentre en compte. Donc, de ces deux choses, on est capable de calculer une densité des masses d'eau. Et la densité, pour la faire très simple, c'est une valeur qui est conservative. Qu'est-ce qu'on appelle conservative? C'est-à-dire qu'une fois que la masse d'eau est créée, mettons par exemple en mer Méditerranée, il va y avoir une création d'une masse d'eau, et bien cette masse d'eau va garder ses caractéristiques tout au long de sa vie, sauf s'il y a un mélange avec une autre masse d'eau. Et ça, c'est très rare. Parce que du coup, une masse d'eau qui est dense va couler par rapport à une masse d'eau qui est moins dense. Et c'est pour ça que quand vous regardez sur un profil, mettons par exemple, où c'est que je pourrais aller voir ça? Couche, océan Atlantique. Attendez. Oula. Non, mais en fait, Bing, je pourrais pas avoir genre Google en fait. Voilà. On va avoir ce genre de choses-là. Donc, en fait, là, vous avez un profil de profondeur de votre masse d'eau. Et vous avez en jaune, en orange, en vert et en bleu foncé, des masses d'eau particulières qui ont été créées à un endroit et qui se déplacent dans le reste de l'océan avec des courants profonds ou des courants de surface. Ça, je vais vous l'expliquer dans un live particulier parce que c'est une notion intéressante et importante en océanographie. Mais sachez que le fait que des masses d'eau vont avoir des propriétés différentes parce qu'elles ont été créées à des endroits différents vont faire en sorte qu'elles vont se déplacer, encore plus si vous considérez la rotation de la Terre, elles vont se déplacer d'une certaine façon dans l'océan et former des courants sur lesquels justement notre circulation va avoir un impact. Donc, les étagements dont tu parlais, Soshine, ce sont des étagements qui sont dus à énormément de contraintes, notamment température et salinité. Donc gardez bien ça en tête et on en parlera dans un autre live. Donc pour revenir à nos canicules marines, on va surtout s'intéresser... Alors, question, du coup, si vous avez suivi ce que j'ai dit, à votre avis, quels sont les endroits qui vont être les plus facilement impactés par les canicules marines? Je vous laisse écouter un peu de Alan Parsons Project en même temps. Évidemment un banger. Hein. La surface, exactement Toki. Toki, tu as gagné un point. Bravo. Non, exactement, la surface. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la couche de l'océan qui est la plus proche de l'atmosphère et qui est donc la plus susceptible à recevoir de l'énergie.
Ah d'accord, tu donnes ton point dans le stack de croquettes. Bah Deus sera content, c'est très bien. Donc, la surface va être effectivement plus sujette à l'augmentation de température. Donc, vous allez me dire, Gwen, c'est bien gentil, mais là, tout à l'heure, tu nous parlais de différence de température à l'échelle d'une journée. C'est évident que la partie de la surface de l'eau va avoir une modification de sa température assez importante au niveau de la journée, ce qu'on va appeler des modifications journalières. Mais, comme je vous le disais, le fait qu'il va y avoir un étagement des molécules d'eau, bah, évidemment, cette énergie va être beaucoup plus difficile à transmettre par la suite. Donc les couches profondes seront moins impactées par cet apport d'énergie. Quand je dis moins impactées, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront jamais impactées. Et c'est là où vous me voyez venir justement avec mon histoire de canicule, c'est que si il y a une augmentation continue de la température de l'atmosphère pendant un certain laps de temps, eh bien cet apport d'énergie va être suffisant pour faire en sorte que la couche de surface va elle aussi augmenter sa température et elle va dissiper l'énergie vers les couches profondes et cette augmentation de température va pouvoir se transmettre aux couches profondes de l'océan. Et évidemment, s'il y a une augmentation de température, eh ben, ça va impacter l'eau. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, les masses d'eau sont des masses d'eau qui sont conservatives. Donc, si vous augmentez la température d'une masse d'eau à un moment, il est très probable qu'elle garde cette température pour la suite de sa vie quand elle bougera ensuite avec les courants. Et ça, c'est plus embêtant. Et c'est là justement où on commence à se poser des questions. Parce que sur cet article, il pose justement des questions sur le fait que c'est pas du tout documenté, c'est pas assez bien documenté, ce genre de phénomène. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est le concept du fait que la température de l'atmosphère va se relier à la température de l'océan avec justement le transfert d'énergie des couches de surface vers les couches profondes. Mais évidemment, ça va avoir aussi un impact régional dans le sens où si vous êtes sur une masse d'eau avec 3000 mètres de profondeur, bah, évidemment, ça ne va pas du tout être la même chose que si vous êtes une masse d'eau côtière avec 10 mètres de profondeur. Donc là, dans ce cas-là, les écosystèmes qui sont, mettons, sur le fond marin, qu'on appelle des écosystèmes benthiques, du grec benthos, voilà, les écosystèmes qui sont benthiques vont avoir une augmentation de température plus probable que des écosystèmes benthiques qui sont à 3000 mètres de profondeur. Parce que l'énergie qui a été transmise de la surface va avoir le temps d'être dissipée avec la profondeur. Donc, là, l'article était en train de parler surtout au niveau des milieux côtiers. Donc, revenons un petit peu à l'article, maintenant que vous savez un petit peu tout ça. En 2014-2015, une canicule marine le long de la côte ouest du Canada et des États-Unis, qu'on a appelé le blob, vous allez comprendre pourquoi, a entraîné un déclin des populations d'un grand nombre d'espèces, avec un effet domino. Une recherche, alors ça j'aime pas trop quand ils parlent une recherche, ils auraient quand même pu citer le nom des personnes qui ont fait ça, plutôt que de mettre seulement un lien, mais bon bref. Un article paru en 2019 avait ainsi établi que les pertes massives d'étoiles de mer avaient entraîné une explosion d'oursins, des proies pour des étoiles de mer, qui avaient en retour endommagé les forêts de varech, des grandes algues brunes. Ça, on en avait déjà un petit peu parlé quand on parlait des écosystèmes côtiers, ça c'est ce qu'on appelle une cascade trophique. Gardez le nom en tête. Alors en gros, on connaît les mécaniques générales, mais il n'y a pas de modèle assez prédictif, sinon trop spécifique à une région. C'est exactement ça, Soshane. C'est que c'est quelque chose qui est effectivement très localisé et qui est très sujet aux conditions de l'écosystème qu'il est subi. Et surtout que c'est effectivement difficile de prédire ça parce que l'augmentation de température des couches profondes, ça va dépendre aussi de l'hydrodynamisme local, sachant que si vous êtes... Mettons. Bon, Red Cardell, tu m'excuses, je t'adore, mais je vais te baisser un tout petit peu. Mettons par exemple qu'on est dans un lac qui n'a pas de courant, qui est fixe. Eh bien, si vous mettez par exemple un thermomètre au fond qui est à, mettons, 40 mètres. Imaginez ça. Vous avez un lac, et à 40 mètres, vous mettez un thermomètre. Si vous mettez le plein soleil, que vous arrêtez le temps à midi, enfin à 14h du coup, que vous arrêtez à 14h, vous êtes au zénith et vous avez un apport d'énergie énorme sur votre lac. Eh bien, si vous faites ça aussi chez vous, avec juste une marmite, avec un thermomètre et juste une lampe chauffante au-dessus, vous allez voir que le fond va augmenter sa température assez rapidement. Enfin, rapidement. C'est relatif, mais il va y avoir une augmentation de température des couches profondes. Maintenant, mettez cette masse d'eau en mouvement
avec des courants par exemple de surface et des courants médians. Et là, votre température du fond va être beaucoup plus difficile à augmenter. Parce que la masse d'eau en mouvement va faire en sorte qu'avec les forces de friction et les forces aussi de juste que la chaleur va pas être augmentée à un point uniformément, mais va être diffusée tout le long du mouvement de la plaque, de la couche d'eau, eh bien, cette énergie va avoir beaucoup plus de mal à aller impacter les couches profondes. Donc votre thermomètre va rester assez constant dans le cas de masses d'eau qui sont en mouvement. Donc, c'est là ce que vous voyez venir sur le fait qu'une masse d'eau dans l'océan va avoir du temps à se réchauffer. Sauf que, une fois qu'elle est réchauffée, elle va aussi avoir du temps avant de se refroidir. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une augmentation de température de la masse d'eau, cette augmentation de température risque d'être assez longue. Et mettons par exemple une masse d'eau profonde pour toutes les personnes qui ont plongé. Vous savez qu'une fois qu'on dépasse 4-5 mètres, on a froid. On a une thermocline, ce qu'on appelle. Je vous mets thermocline, du grec thermos, la température, et klina, qui est le fait de couper. Donc vous avez une différence énorme de température en très peu de temps. C'est-à-dire que en 1 mètre, vous allez passer de 15 degrés à 4 degrés. Vous allez vraiment sentir cette différence de température. Donc quand vous allez plus bas, vous avez une eau qui est à 4 degrés en moyenne. Là, imaginez qu'on passe de 4 degrés à 5 degrés. Mais là, vous allez me dire, mais monsieur Gouel, c'est un seul degré, c'est pas beaucoup tout ça, hein. Mais c'est un seul degré pour nous. Nous, on est capable de toffer des différences de température assez élevées. Imaginons par exemple au Québec, nous, on est capable de gérer des températures qui vont à plus 35 à moins 35. Enfin, quand je dis gérer, on est équipé pour. Hein. Mais voilà. C'est pas du tout le cas pour les espèces qui sont présentes dans le fond ou dans ces masses d'eau. Parce que ces espèces-là, elles se sont adaptées à leur environnement. Et leur environnement, ce sont des masses qui sont assez, constantes, puisque ce sont des masses d'eau conservatives. Donc, ils se sont adaptés à vivre optimalement pour 4 degrés. Mais si vous leur mettez directement un truc à 5 degrés, là, forcément, vous allez avoir un stress thermique qui vient les impacter. Et certaines espèces vont s'en accommoder, d'autres vont disparaître. Alors sur des millions de mètres cubes d'eau, sur une temporalité très longue, exactement. Oui, gardez aussi que là, on est sur des millions et des milliards de mètres cubes. C'est énorme. Donc, à l'échelle globale, vous imaginez très bien que c'est un phénomène qui est très difficile d'étude. Donc, ce qu'on disait justement sur ce paragraphe-là, c'est qu'il y a eu certaines espèces, les étoiles de mer, elles n'étaient pas du tout capables de surmonter cette augmentation de température. Salut Chazot, ah que coucou, comment ça va? Tiens, on parle de thermodynamique. Comment ça va monsieur Chazot? On parle de canicule marine mon cher. Donc les étoiles de mer n'ont pas été capables de résister à une augmentation de température de leur milieu, et donc elles sont mortes, tout simplement. Ah, j'ai poney aquatique, ouais. Ah, j'ai aquaponé, je peux pas rester avec vous, désolé. J'espère, Chazot, que votre session d'ailleurs sur Sea of Thieves s'est très bien passée. J'ai vu que vous avez beaucoup joué hier, et je vous rejoindrai tout à l'heure si vous êtes dispo normalement. Bref, je ferme la parenthèse. Du coup, s'il y a une perte d'espèces, eh bien ça va permettre à d'autres espèces d'augmenter leur distribution, parce que dans ce cas-là, les étoiles de mer étaient des prédatrices des oursins. Donc, si vous enlevez la pression de prédation, ce qu'on appelle en écologie la pression de prédation, donc c'est-à-dire que vous avez une population et une certaine partie de cette population est prise par les prédateurs, eh bien si vous enlevez cette pression-là, ça veut dire que votre population, elle va croître, forcément, puisqu'il n'y a plus d'espèces qui sont perdues par la prédation. Et donc s'il y a une explosion du nombre d'oursins, plus il y a d'oursins, plus il va y avoir d'herbivorie, puisque les oursins sont des herbivores. Donc ils vont aller grignoter les algues, et ça veut dire qu'il va y avoir une perte d'espèces pour les forêts de Varech. Alors, l'enfer hier, aujourd'hui tranquille, ça c'est bien ça. C'est complexe à étudier avec notre prédation aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, encore plus si tu rajoutes les phénomènes anthropiques là-dedans, c'est compliqué. Donc je vous parlais ici d'une cascade trophique, c'est-à-dire qu'on enlève un top prédateur, ça va augmenter la densité de proies, qui vont à leur tour faire diminuer on va dire leur proie à eux, qui sont les algues. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet top-down, parce qu'on enlève le prédateur qui sont au top de la chaîne pour avoir un impact vers le bas de la chaîne trophique.
ce qui serait différent d'un bottom-up, donc où on enlèverait les proies, ce qui modifierait le reste de la chaîne vers le haut, depuis jusqu'au prédateur. Donc, vous avez vraiment des modifications drastiques des écosystèmes et des communautés qui sont présentes. Et ça, juste parce qu'il a eu une augmentation de température. Donc si on va voir sur le blob, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est... Non. Oui, alors, c'est ça, c'est l'article en question. Quand je suis allé voir ici sur la... Bah, attendez, je vais vous l'ouvrir, je vais fermer tout ça. Donc si on va sur la fameuse recherche dont il parle, c'est un article par Harvel et collaborateurs qui a été sorti en 2019 dans la revue Science Advance, qui est quand même une bonne revue, puisque c'est une revue qui est quand même bien citée parce qu'elle est gérée par le groupe Science, qui est évidemment un des journaux les plus prestigieux actuellement. Et en plus, petit plus, c'est un article qui est en open access. Et ça fait plaisir, parce que ça veut dire que vous pouvez lire tout l'article si ça vous intéresse, avec justement tous leurs résultats et toutes leurs hypothèses. Et ça fait plaisir. Donc, cet article-là s'est intéressé dans un écosystème qui était présent entre l'Alaska et le Mexique, donc toute la façade ouest des États-Unis et du Canada, à regarder justement quelle était la population, les populations des prédateurs Pycnopodia elianthes, qui sont donc un type d'étoile de mer que je vais vous montrer tout de suite. Si on a des jolies images, voilà, on a ces belles images. C'est pas très... Voilà, donc ces énormes étoiles de mer là, qui sont un peu des étoiles un peu monstrueuses, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est bien les étoiles de mer. Donc vous avez des grosses étoiles de mer comme ça, qui sont donc des prédatrices d'oursins qui vont venir les grignoter comme ça. Donc, ils se sont intéressés dans cet article à découvrir la dynamique des populations de cette espèce, et notamment les liens qu'il y avait entre une épidémie qui serait due à une maladie et ce qu'ils appellent marine heatwave, qui sont des canicules marines. Donc, il y a deux impacts ici dans cet article, donc il faut garder que c'est pas que les marine heatwaves qui viennent là, mais plein de choses. Et ils se sont intéressés à ça, et ils ont vu qu'il y avait effectivement un gros déclin à cause justement qui pouvait être lié au marine heatwave. Donc là, vous avez par exemple la biomasse toute confondue dans le temps, et vous voyez qu'entre 2013 et 2015, il y a eu une perte drastique de la biomasse. Et quand je parle de drastique, c'est énorme. On est passé, comparativement, on est passé de 3 kg par 10 hectares à presque zéro. Vous voyez? Et ça, on est juste sur la région bleue, mais ça, c'est une tendance qui se voit aussi sur la région verte et la région rouge. Et chaque point jaune, ici, ce sont les stations qu'ils ont échantillonnées. Oui, effectivement, c'est énorme. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est que si tu regardes ici, oula, ça c'est moins intéressant, excusez-moi. Si on regarde les anomalies de température, vous avez ici un graphe en haut à gauche avec la température en rouge et l'abondance en noir. Vous voyez que entre 2008 et 2016, il y a eu une augmentation de la température d'anomalie quand même assez énorme. Ce qu'on appelle une anomalie... Alors, petit point technique. Ce qu'on appelle une anomalie de température, c'est la différence qu'il y a entre la valeur moyenne de température et la valeur qui est mesurée. Mettons que vous avez une moyenne de... Vous savez que sur 40 ans, le 16 septembre, il fait toujours 13 degrés. C'est faux, mais mettons, il fait 13 degrés. Et bien là, aujourd'hui, sur mon compteur, on a 17, ce qui veut dire qu'on a une anomalie de température de 4 degrés, plus 4 degrés. Sur quelle échelle de temps? Ben là, on est sur juste même pas 10 ans, quoi. Là, tu vois, une anomalie de température, c'est vraiment, ça dépend comment est-ce que vous calculez votre moyenne, effectivement, donc sur quelle échelle de temps. Mais là, on part sur des données climatiques, donc on part sur plusieurs décennies. Je pourrais pas te dire exactement à combien, parce que j'ai pas lu tout l'article, mais on parle vraiment de quelque chose sur plusieurs décennies. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez robuste. Donc ça, normalement, en tout cas, c'est indiqué dans l'article. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens sur le Discord, dont le lien est dans le chat. N'hésitez pas, je vais le mettre d'ailleurs tout de suite dans Science Bibliothèque. Voilà. Parce qu'en plus, c'est un article qui est en open access, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, vous voyez qu'on est passé de plus 75% en anomalie en 10 ans.
Et vous voyez que 2015-2016, ce sont les moments où il y a eu la plus forte anomalie de température. Donc, on peut très bien imaginer que les deux courbes noires et rouges sont corrélées, dans le sens où il y a une anticorrélation, où il va y avoir une augmentation énorme de la courbe rouge et une diminution énorme de la courbe noire. Et c'est apparemment c'est une tendance qui se voit assez bien sur toutes les stations et toutes les régions qui ont été échantillonnées. Certaines sont plus critiques que d'autres. Vous voyez, par exemple, ici, là, on passe quand même de plus 90% quoi, avec ça. Donc, il y a quand même une tendance qui pourrait être là. Ceci étant dit, je mets un gros astérisque en disant que les auteurs ici se sont intéressés à deux facteurs, qui sont la température et la présence de pathogènes. Il faut toujours garder en tête qu'en écologie, il y a énormément de facteurs qui impactent vos populations. Donc, ça pourrait très bien, ce qu'on appelle, il pourrait très bien ici y avoir ce qu'on appelle un facteur confondu, c'est-à-dire un facteur qui n'a pas été intégré dans l'analyse, mais qui joue sur l'analyse, ce qui fait que ce que vous vérifiez ici n'est pas dû au facteur que vous considérez, mais un facteur que vous n'avez pas considéré. Donc ça, c'est toujours à garder en tête, et je pense que les auteurs en ont parlé dans leur discussion. Donc, je ne vais pas aller plus dans le détail de cet article. Je vous ai lié le lien sur le Discord si vous en avez envie d'aller plus loin. Mais en gros, vous avez vraiment cette... genre les rejets de stations d'épuration. Oui, par exemple. Exactement. Genre les rejets anthropiques de base, le trafic maritime, enfin, énormément de choses. Donc, c'est un point qu'il faut toujours garder en écologie. Il faut toujours garder en tête que ce sont des facteurs qui sont très difficiles à mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Partons du principe qu'il s'agit bien du facteur qui a été qui impliquerait la perte de ces espèces. Bah, du coup, perte d'espèces, ça va influer sur le reste du réseau trophique, ce qu'on appelle la pyramide trophique, mais en fait c'est un réseau, c'est pas qu'une pyramide. Et évidemment, il va y avoir une perte des proies des oursins, et ensuite qui va se répercuter sur les varechs. Donc, c'est quand même assez important de voir qu'entre 2014 et 2015, juste une augmentation de température a bouleversé complètement cet écosystème. Et ce qu'on appelle le blob, on va aller voir. Ah oui, c'était cet article-là. Donc le blob, c'est justement cette espèce d'anomalie de température énorme qui a été vue en 2015-2016. Et pourquoi est-ce qu'on appelait ça un blob? Parce que ça fait vraiment une poche de température comme une sorte de boule, un blob, qui fait que les températures étaient élevées. Alors là, j'ai pas l'échelle de couleur sur les cartes qu'on voit ici, mais on peut très bien imaginer des échelles de couleurs quand même assez importantes entre le bleu et le rouge. Donc c'est une infographie, c'est quelque chose qui a été vulgarisé, mais n'empêche. Donc cet article-là est aussi assez important parce qu'il montre effectivement qu'une augmentation de température, donc en fait il vous explique aussi comment est arrivé le blob. Donc en 2013, en tout cas c'est ce que propose ce modèle, en 2013 il y a eu un upwelling. Donc un upwelling, c'est tout simplement une remontée d'eau profonde. Upwelling, le well étant le puits. Donc une remontée d'eau profonde qui sont des eaux froides. Donc une remontée d'eau profonde a fait en sorte que la température à la surface était faible. Or, en 2014, il n'y a pas eu beaucoup de vent sur l'océan qui a été froid, et donc cette eau a fait en sorte de se développer, de rester présente même en hiver. Et en plus de ça, il y a eu quand même des températures au niveau de l'atmosphère qui étaient chaudes, et donc il n'y a pas eu de formation de banquise en 2014-2015. Et l'augmentation des températures toujours étant présente, en 2015, fait en sorte qu'il va y avoir une augmentation énorme de cette canicule marine donc sur la côte ouest, et il va y avoir en plus de ça le phénomène El Niño qui apparaît. Le phénomène El Niño qui est un phénomène climatique dont je vous parlerai plus tard, parce que si je commence à vous faire une autre digression dans tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça, je peux vous le dire. Mais le phénomène, pour faire très simple, El Niño, c'est un phénomène climatique qui est dû à une diminution des vents au niveau de l'équateur et qui va se répercuter dans tout l'hémisphère nord. Parce que El Niño s'appelle aussi le North Atlantic Oscillation, NAO. On en parlera plus tard. Tu peux noter ça aussi, Toki. Tu peux noter qu'on parlera du phénomène El Niño et des phénomènes climatiques en général. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, si vous faites en sorte qu'il n'y a pas eu beaucoup de banquise et qu'il y a eu une remontée d'eau froide, qu'il y a en plus El Niño qui apparaît et qu'une température d'atmosphère est très élevée, tout ça fait en sorte qu'on va avoir des augmentations énormes de température. Et ça va faire le déclin du krill et des poissons fourrages, donc des poissons qui nourrissent d'autres poissons. Donc, s'il y a déclin de ces proies-là, tout le reste de l'écosystème va être impacté, comme
Vous avez pu le voir dans l'autre article. Donc c'est assez vénère quand même. Là, les infographies vont aider à expliquer. Oui, bah, je vais vous aussi vous linker ça dans le Discord si vous voulez aller voir. Je vous l'encourage très vivement. Voilà. Surtout qu'en plus, il y a des belles infographies. Donc, si on revient à l'article, c'est en plus du fait que les températures plus élevées finissent par inciter des espèces à migrer vers des eaux plus froides, évidemment, ou à rester très longtemps dans certains secteurs. C'est dans ce contexte qu'on a observé l'an dernier un nombre énormément élevé d'échouages de tortues marines près de Cape Cod, ou que des pêcheurs de crevettes de l'Acadie ont vu fuir leur gagne-pain vers le nord. Ça, c'est une autre conséquence, parce que je vous ai parlé des espèces benthiques. Les espèces benthiques, ce sont des espèces qui sont très souvent fixes, qui sont ce qu'on appelle sessiles, donc qui sont fixes pour la majeure partie de leur vie. Donc mettons une algue, elle est accrochée sur la pierre et elle reste là toute sa vie. Ce qui veut dire que s'il y a une augmentation de température ou une modification de leur écosystème, elles ne vont pas pouvoir bouger. Elles sont obligées de subir cette modification-là. Donc, soit elles s'adaptent, soit elles crèvent. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. La différence, c'est que si on parle... Alors, benthique égale sédentaire. Pas tout à fait, parce qu'il y a certaines espèces benthiques qui sont mobiles. Là, ce qu'on dit, on parle des espèces benthiques. Oui, Aplysia, merci. Benthiques sessiles. Donc, sessiles, ça veut dire que ce sont des espèces qui sont fixes, qui ne bougent pas sur leur vie adulte. Et benthiques, ce sont des espèces qui sont reliées au fond marin. Alors, les cailloux sont-ils mobiles par endroits? Oh, c'est une question philosophique, ça, mon cher. Ça me fait penser à la question, si un arbre tombe dans une forêt au nord et que personne ne l'entend, est-il vraiment tombé? Fait-il du bruit? Non, mais dans le sens, oui, dans ce cas-là, les cailloux sont immobiles, c'est parce qu'il y a des courants qui vont les bouger ou des marées qui vont les bouger. Mais comme on parle ici d'un phénomène qui est... ouais, peut-être plus terre à terre, et on parle de cailloux, terre à terre, on parle pour les espèces, donc d'un point de vue biologique. Donc là, puisque c'est minéral, forcément, c'est un peu différent. Mais les géologues pourraient te parler de roches en mouvement, etc. aussi. Mais je ne suis pas géologue, donc je ne vais pas m'aventurer dans ce milieu. Donc pour les espèces qui sont benthiques, ce sont des espèces qui sont en lien avec le sédiment. Qu'est-ce que j'appelle en lien? Ce sont des espèces qui ont dans leur cycle de vie soit une phase fixe, soit qui vont profiter du terrain pour se cacher, etc. etc. Et ça, la différence, l'antonyme de benthique, c'est pélagique. Pélagique, du grec pélagos, pélagique et pas pelagiaire, bien sûr, pélagique. Et pélagique, ce sont toutes les espèces qui sont présentes dans la colonne d'eau et qui s'aventurent très peu au niveau du fond marin. Donc vous avez des espèces du pélagique et des espèces du benthique, et ce sont en gros deux domaines des océans assez importants. Il y a certaines espèces qui peuvent faire les liens entre les deux, évidemment, c'est encore autre chose, mais là, faisons ça plus simple. Donc les espèces benthiques sont des espèces qui sont présentes sur le fond. Donc certaines vont être fixes, des sessiles, et d'autres vont être mobiles, qu'on appelle vagiles, d'ailleurs. C'est pas un mot très joli, mais bref. Donc des espèces vagiles, des espèces qui sont mobiles. Donc, mettons, vous êtes au Québec. Vous êtes au Québec et il y a une très grosse chaleur. Je ne vous parle pas évidemment de ma situation personnelle, bien sûr. Mais évidemment, vous vivez une très grosse canicule. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous restez chez vous et vous essayez de vous mettre des glaçons sur la gueule pour essayer de faire baisser votre température. C'est ce qu'on appelle de l'adaptation. Soit vous décédez parce que vous n'êtes pas capable d'aller chercher des glaçons ou que vous n'en avez pas, ou que votre métabolisme fait que vous ne pouvez pas subir ça, donc vous décédez. Soit vous allez ailleurs, parce qu'avec vos petites pattes, vous allez dans un café, par exemple, qui a de la clim. Là, c'est pareil. Si vous avez les trois choses, ou alors vous avez aussi le 4, où vous modifiez le climat pour faire en sorte que la température est plus faible. Mais c'est quand même rare dans le milieu biologique. Donc, mettons par exemple que vous êtes sessile. Vous n'avez que deux options. Soit vous adaptez, soit vous crevez. Mais si vous êtes mobile, vous avez une troisième option, vous pouvez aller ailleurs pour ne pas subir cette augmentation-là et être dans des endroits qui sont plus favorables à votre vie. Et c'est exactement ce qu'ont fait certaines espèces de poissons ou des tortues marines. Où en fait, comme il faisait trop chaud à l'endroit où elles étaient, elles vont se déplacer dans des endroits où il fait moins chaud. Le parallèle est clair. Merci beaucoup. J'ai beaucoup travaillé sur cette métaphore.
C'est important les métaphores. Métaphore, c'est quand on dit un truc et qu'on fait pas ce qu'on dit, c'est ça? Oh, faut que j'arrête avec les références de Kaamelott, pitié. Donc, c'est ce qu'on appelle la nordicisation des écosystèmes. Pourquoi nordicisation? Parce qu'en général, il fait toujours plus frais au nord, donc les espèces vont avoir tendance à aller se déplacer vers le nord. Donc, c'est un peu embêtant, parce que ça veut dire que les écosystèmes vont avoir des arrivées d'espèces qui ne sont pas indigènes, on va dire, qui ne sont pas des espèces présentes depuis très longtemps dans ces écosystèmes. Donc ça va modifier, évidemment, l'écosystème, et aussi, ça va faire en sorte que des espèces qui sont des proies pour des pêcheurs dans des endroits au sud, vont se déplacer, et du coup, ces pêcheurs ne pourront plus pêcher les espèces, donc au niveau économique, c'est aussi embêtant. Et c'est ce qui s'est passé au niveau de Cape Cod, où c'est des crevettes se sont dit « Allez, ciao! Je me casse parce qu'il fait trop chaud. Plutôt que d'aller en Floride l'hiver, moi je vais au Québec l'été. Voilà, ciao. » Du coup, forcément, les pêcheurs, ils avaient plus à pêcher, donc c'est embêtant. Sauf que, continuons un peu l'article, sauf que au-delà de ces généralités, les canicules marines restent en partie dans l'angle mort des recherches qui se situent à l'intersection du climat et de la biologie. Ces dernières années, ce n'est pas seulement à des records de température qu'on a assisté, les canicules marines sont plus intenses, durent plus longtemps et se produisent plus fréquemment. Est-ce que ça vous fait un parallèle avec les changements climatiques? Ça fait réfléchir. Alors pour les espèces les plus fragiles, celles qui ne peuvent tolérer qu'une fourchette étroite de température, comme les coraux, ce sont des changements qui se produisent très vite, quelques dizaines d'années, pour que ces espèces aient le temps de s'adapter. Donc ce qui veut dire que si vous avez une augmentation de la température de l'eau, comme je vous disais, les coraux, ce sont des espèces qui ne peuvent pas bouger, donc soit elles s'adaptent, soit elles crèvent. Et donc, forcément, il y a la plupart qui va crever. C'est comme ça. Pour les autres, celles qui peuvent se déplacer, donc les espèces mobiles, il n'y a aucune garantie qu'elles retrouveront le bon garde-manger dans leur nouvel habitat. J'irai même plus loin, c'est pas évident qu'elles retrouvent aussi le même environnement pour survivre. CF les gorgones en Méditerranée, tout à fait. Et c'est encore plus insidieux en Méditerranée parce que en Méditerranée, c'est une mer semi-fermée qui est ouverte juste au niveau de Gibraltar. Donc, si vous voulez aller au nord, il y a de la terre. En fait, il n'y a plus d'eau. Donc, soit vous vous adaptez à cette bouilloire que devient la Méditerranée, soit vous décédez parce que vous êtes littéralement cuit. Voilà. Donc c'est un peu embêtant, c'est encore plus embêtant en Méditerranée. Et je vous parlais aussi de la Méditerranée tout à l'heure, parce qu'effectivement en Méditerranée il n'y a pas de marée, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de... En fait c'est pas vrai. Il y a des marées mais c'est que 10 cm, c'est très très peu. Il y a des marées quand même très faibles, ce qui fait qu'il n'y a pas non plus cette modification de l'eau par les courants qui ferait que des masses d'eau côtière seraient lessivées, donc des masses d'eau chaude en marée haute qui ont été chauffées à un endroit comme ça, sont lessivées pour être diluées et diminuer la température globale, on va dire, d'écosystème. Là, ça reste. Ça reste, donc ce qui veut dire que forcément, les couches profondes vont avoir plus de possibilités d'être réchauffées facilement. Donc, c'est encore plus une bouilloire. Vous couplez à ça le fait que ce sont des masses d'eau qui sont aussi très salées, et vous avez un environnement pas facile pour les espèces qui s'y trouvent. Il y a la mer Noire, mais ça doit forcément être mieux. Ouais, c'est ça, c'est qu'à un moment, si vous êtes du côté de Nice, c'est sûr qu'aller plus au nord, c'est difficile. Mais si vous êtes du côté de la Turquie, vous pouvez toujours essayer d'aller en mer Noire. Ça, c'est vrai. Il n'empêche que, à un moment, vous ne pourrez plus aller vers le nord. Donc, c'est embêtant. Donc, pour les espèces les plus fragiles, non, ça j'ai déjà dit, j'ai déjà lu. Et c'est sans compter les impacts sur les humains, ceux dont les communautés locales dépendent depuis des générations de la pêche. En ajoutant à cela les pertes de l'industrie touristique, une recherche parue en 2021 évalue à des milliards de dollars les impacts économiques des canicules marines. Donc allons voir sur cette recherche-là. C'est ça que j'aime bien. Tu as trouvé un très bon site, Toki. Parce que l'agence Science Presse fait des liens avec des études scientifiques et ça me plaît. Donc, il s'agit d'une review qui, celle-là, n'est pas en open access. Vous voyez, il faut payer pour avoir accès à cette revue. Socio-economic impacts of marine heat waves, global issues and opportunities. Alors, j'ai une question annexe. La concentration en sel dans la mer réduit sa température initialement? Non. Non, ce sont deux choses différentes. Normalement, elles ne sont pas corrélées. Ce sont deux propriétés différentes. Dans le sens où la température, ça va avoir un impact sur l'agitation moléculaire, tandis que la salinité, c'est la concentration en sel, donc en fait en soluté. Donc quand je dis sel, c'est très général. Hein. Il y a
du sodium, il y a du chlore, mais il y a aussi beaucoup de potassium, du soufre, enfin, il y a énormément de choses. Donc, on parle ici de concentration d'éléments. Donc, ce sont deux choses qui sont différentes. Ceci étant dit, il peut y avoir un impact indirect, parce que si vous augmentez la température de l'atmosphère, vous augmentez aussi, par exemple, la fonte des glaciers. Donc, la fonte des glaciers, donc l'apport d'eau, donc de l'eau douce, va modifier la salinité. Parce que de l'eau douce n'est pas salée, donc elle va diminuer la salinité. Donc tu peux avoir des effets indirects de ce côté-là. Ah, c'est uniquement quand on rajoute le sel dans une solution, ça change, je crois. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu rajoutes du sel. Donc tu peux voir des effets indirects parce que tu vas avoir une diminution de la température, donc une augmentation de la fonte, etc. etc. Alors pourquoi est-ce que je n'ai plus de sous-titres? Voilà. Allô? Bonjour, sous-titres? Voilà. Tu pensais à des réactions endothermiques. Ah, c'est vrai que tu peux avoir ça. Bah ça, je fais appel à Chazot pour nous parler de thermodynamisme. J'avoue que je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'est possible qu'effectivement tu aies un lien avec le fait que si tu as des réactions où il fait plus chaud, la solubilité de tes éléments va être plus élevée. C'est possible aussi. Mais je ne vais pas te dire de bêtises. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus. Je parlerai juste d'effets indirects, mais c'est possible qu'il y ait aussi des effets directs. N'étant pas chimiste moi-même, je ne pourrais pas te dire plus. Donc si on retourne à cet article-là, Socio-Economic Impacts of Marine Heat Waves. C'est un article qui est une review. Donc qu'est-ce que c'est qu'une review? C'est un article qui prend beaucoup d'autres articles qui ont été publiés, qui les intègre dans un corpus et qui essaie de trouver des similarités et des grandes tendances entre tous ces articles. Donc là, c'est une étude qui a été sortie par Smith et collaborateurs en 2021 dans le Science, qui est donc un article qui est extrêmement, une revue qui est extrêmement prestigieuse et très, en général, qui fait des articles quand même plutôt bien. Dans le sens où le processus de révision est quand même pas mal, en général. Donc là, il parle justement des Extreme Warning Events, donc les canicules marines. Et alors attendez, oui. Et il parle justement sur le fait que les impacts directs et indirects des canicules marines vont faire en sorte que les populations humaines vont avoir des pertes économiques. Parce que, comme je vous le disais dans l'article, s'il y a une perte de proie pour la pêche, ça veut dire qu'il y a un déficit pour la pêche. Ça coûte de l'argent. Donc là, on est vraiment sur des termes monétaires, sur quelque chose qui touche au porte-monnaie. Et ça fait réagir en général. Donc cet article-là, je vous laisse le lire si vous avez l'accès à Science, ou sinon si vous voulez trouver par d'autres façons de débloquer ça. Je n'en parlerai pas en live parce que c'est pas vraiment légal, mais on sait tous de quoi ça parle. Donc c'est quelque chose aussi qui a été détecté sur 40 ans, et rien que là, regardez dans ça, il parle que les eaux de surface se sont réchauffées à un taux moyen de 0,15 degrés par décade, donc par 10 ans, sur 40 ans. Ça veut dire qu'en 40 ans, ils ont donc pris un demi-degré. Donc rien que ça déjà, en moyenne hein, évidemment, il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres, mais rien que ça peut avoir des impacts concrets sur les écosystèmes et perdre, qu'est-ce qu'il disait, à des milliards de dollars. Donc c'est quand même très significatif. Hein. Vous voyez que même un demi-degré, bah, ça fait peur de fou en fait. Ça fait peur de fou. Donc ouais, ça fait réfléchir. Le fait qu'elles aient été si peu étudiées a pour conséquence, déplorant 9 experts en écologie marine, qu'on a des difficultés à prévoir les impacts qu'aura le réchauffement sur ces écosystèmes et que du coup, on peut difficilement aider les communautés locales à se préparer. Et ça, c'est un article qui est sorti dans Nature, celui-là qui est en open access parce que c'est un article d'opinion. Nature, qui est aussi un article est exceptionnellement très bien cité, très connu. Donc je vous le mets aussi dans le chat. Où là, il parle justement que les canicules marines vont avoir aussi des impacts avec l'arrivée de El Niño, donc des phénomènes climatiques élevés. Donc, si vous modifiez El Niño, si vous modifiez les phénomènes climatiques en lien avec le changement climatique, forcément, on s'attend à avoir des plus grosses canicules marines. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a une de mes collègues qui est dans cet article. Bah, dis donc, très très cool. Je n'avais pas vu. Waouh. Vous voyez un peu? Ça, c'est du coral qui a subi un blanchiment de coraux. C'est terrible. Donc, il est plus ou moins mort. Un récif mort. C'est terrible. J'ai pas envie de voir ça. C'est triste. Donc, je vous encourage à aller lire toutes ces infos parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, dans ce texte d'opinion-là, il propose 4 priorités parce que c'est important de voir
Alors, si jamais je ne réponds plus, c'est que ma co est down. J'ai des petites pertes de qualité. Oh no! Oh no, Toki, rest alive. Que ferais-je sans vous? C'est vrai ça. Donc, c'est important de montrer qu'est-ce que sont les faits, mais c'est aussi important d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut compenser ça. Parce que c'est bien gentil d'avoir un côté, comment on pourrait dire, ouais, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On pourrait avoir un côté justement doom, c'est genre c'est horrible, c'est fini. Mais il y a quand même des choses qu'on peut essayer de faire pour compenser tout ça. Et notamment 4 priorités qui sont proposées par nos amis chercheurs de Nature, qui sont d'identifier les zones les plus à risque. Donc considérant que le phénomène El Niño amplifie le réchauffement, les régions que l'on sait déjà être les plus affectées par El Niño, ce sont le nord-est du Pacifique, le centre-est, entre l'équateur, le Pérou, est de l'Australie, donc toute la partie pacifique on va dire, qui devrait faire l'objet d'une surveillance accrue. Alarmiste, exactement. Merci pour le mot. Alarmiste, tout à fait. Donc ne soyons pas alarmistes, soyons justement un peu plus dans le côté on trouve des solutions. Parce qu'effectivement ça fait peur, mais tout n'est pas perdu. Donc, identifier les zones à risque pour augmenter leur surveillance et mieux réagir en cas on va dire, d'augmentation de ce genre de phénomène. Améliorer les systèmes de prévision et d'alerte. Donc en dehors d'El Niño, un manque de données pour alerter une région sur le fait que la prochaine saison sera plus ou moins intense que les précédentes. En fait, à ce jour, les prévisions pour les régions centrales et des océans sont souvent meilleures que pour les régions côtières. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en région côtière, il y a plus de variabilité. Donc c'est plus difficile de faire des prévisions à long terme. Donc évidemment, augmenter et améliorer les systèmes de prévision et d'alerte, ça me paraît tout à fait important. Faire une planification au niveau local. Donc à défaut de prévoir, il faudra réparer les dommages laissés aux industries locales par une canicule particulièrement désastreuse. J'irai même peut-être un petit peu plus loin en disant qu'il faut prévenir les dégâts aux industries, mais aussi aux écosystèmes. Même si ça, pour le coup, c'est un peu plus difficile. Effectuer aussi un suivi de ces impacts pour être mieux outillé à la fois suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement augmenter le suivi pour avoir des périodes plus longues de suivi et donc plus de connaissances sur le milieu pour avoir des moyennes plus fiables. Des séries temporelles, ce qu'on appelle. Donc la crise économique, ce qu'ils écrivent et qui a été traduit par l'agence Science Presse, la crise climatique pourrait éventuellement amener les océans à atteindre un état de canicule permanent. Donc dans ce cas-là, c'est un état de canicule par rapport aux moyennes qu'on a calculées depuis des décennies. Donc ce qu'on pourrait appeler une canicule permanente, même si je pense que le mot est un petit peu moins visuel. Donc bref, permettrait donc un état de canicule permanent par rapport aux normes historiques, donc ça, ce que je viens de dire, et certaines régions pourraient ne plus être capables de soutenir certaines espèces et certains écosystèmes. Donc les écosystèmes qui émergeront pourraient ne pas opérer et répondre aux eaux plus chaudes d'une façon prévisible. Mieux anticiper les impacts et mieux s'adapter pourrait acheter du temps aux espèces, aux écosystèmes et aux industries qui en dépendent. Et tout à fait. Donc, il termine cet article en disant qu'effectivement, on a besoin de plus de recherche. Et plus de recherche, ça veut dire aussi plus de moyens qui sont donnés à la recherche pour mieux préparer ces effets-là qui sont effectivement pas si connus que ça. Et vous voyez, on parlait de canicule marine, mais c'est sûr que quand on considère le pourquoi d'une canicule marine et qu'est-ce que ça a comme conséquence, c'est sûr qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Parce que finalement, on aurait à faire une météo des océans. On aurait fait une météo pour savoir, tiens, est-ce que ma masse d'eau pacifique, à ce moment-là, est-ce qu'elle va être sous canicule? Est-ce qu'elle va avoir une augmentation de température? Et donc ça voudrait dire, est-ce qu'il faut qu'on diminue la pêche pour permettre à nos populations d'être moins stressées par la pression de prédation? Est-ce qu'il faut transplanter aussi des coraux? Il y a toutes ces questions-là qui peuvent rentrer dans une côté de gestion. Donc on a le côté alarmiste en disant « Oh, c'est terrible, les océans sont en train de mourir, ça devient une bouilloire », certes, mais on a aussi une solution qui est d'augmenter notre capacité de prédiction pour faire justement ce système météorologique des océans, pour faire en sorte qu'il soit plus fiable, pour faire en sorte qu'il soit aussi plus global et local aussi en cas de besoin, et sur lequel il puisse être intégré dans les décisions des gestionnaires. Et c'est ce qu'on appellerait la gestion environnementale préventive. Plutôt que d'être en mode intervention, on se met en mode prévention. Donc ça, ce serait un peu, je dirais, la réponse à adopter à cette affaire-là. Alors, j'ai vu dans la semaine un test de solution à proximité des côtes australiennes qui serait de pulvériser des nanoparticules d'eau, de mer, dans l'air, de manière à créer plus de pluie pour contribuer à la protection des coraux. Ah! Oh là! Alors, Monsieur Toki,
ce que tu viens de proposer, enfin ce que tu viens de dire ici dans le chat, c'est ce qu'on appelle de la géo-ingénierie. De la géo-ingénierie, c'est tout simplement de partir du constat qu'en tant qu'espèce humaine, on a un impact trop élevé sur l'environnement et on n'arrivera pas à revenir en arrière. Donc plutôt que d'essayer de diminuer nos émissions, plutôt que modifier notre mode de vie, on va créer des nouvelles solutions technologiques pour pallier à ce problème. On ne dit pas pallier, pour pallier ce problème. Donc dans ce cas, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de pluie. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va pulvériser des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère pour augmenter la concentration d'eau moyenne dans l'air et favoriser les précipitations. C'est comme au Qatar où ils ont aussi pulvérisé, il me semble que c'était au Qatar, bref, dans un pays du Moyen-Orient, qui ont pulvérisé dans l'atmosphère aussi des particules réfléchissantes pour augmenter l'albédo. Donc le fait qu'il y a un réfléchissement, une réflexion plutôt, une réflexion des rayons incidents du Soleil en haute atmosphère avant qu'ils ne puissent réchauffer les couches superficielles. Donc en faisant ça, ça renvoie et ça ne chauffe pas l'atmosphère en dessous. Donc ce sont des solutions qui, sur le papier, en tout cas, peuvent être intéressantes. Mais le problème étant, c'est qu'elles peuvent entraîner un sacré paquet d'effets secondaires. Dans le cas, par exemple, des particules dont je vous parlais, ce sont des particules qui sont considérées inertes, mais le sont-elles vraiment? Est-ce qu'elles ne vont pas aussi se lier avec d'autres composantes de l'écosystème pour justement faire d'autres choses? On n'en sait rien. Géo-ingénierie, suivant les projets, c'est la boîte de Pandore à la con. Tout à fait. En fait, dans le cas de ce que tu proposes, Toki, c'est une solution qui ne serait pas forcément si terrible parce qu'on prend une composante qui est déjà dans l'écosystème et ce qu'on fait, c'est juste augmenter sa concentration ou modifier sa localisation. Là, c'est juste de l'eau de mer. Donc, à l'extrême limite, pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose qui est déjà dans l'écosystème. Mais mettons par exemple que je reprends aussi une fameuse proposition qui avait été faite il y a quand même quelques années, qui était que on part d'un constat qui est que, tiens, les communautés de phytoplancton, donc les algues qu'on va trouver dans les masses d'eau, elles ont un déficit en fer. C'est-à-dire que le seul élément qui empêche leur croissance, attendez, je vais me mettre en... le seul élément qui empêche leur croissance, c'est le fer. Parce qu'elles en ont besoin pour la photosynthèse. Donc, pour favoriser la production de phytoplancton, et donc augmenter la concentration d'oxygène, augmenter aussi tout un tas de choses, qu'est-ce qu'on fait? On va balancer du fer. Donc, il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais aller en Arctique, je vais balancer du fer Fe2+, dans l'eau, et hop, on va avoir des gros blooms de phytoplancton, ça va aider tout l'écosystème et tout ça. Ouais. Un petit épandage de fer là, hop là. Alors, oui, certes, mais pensez-vous pas que le phytoplancton qui augmente va avoir aussi un impact sur le reste de la chaîne trophique? Vous pensez pas que plus de phytoplancton va faire en sorte qu'il va y aussi avoir plus de zooplancton, donc plus aussi de bactéries, parce qu'il va y avoir des rejets de phytoplancton, des rejets de zooplancton. Donc effectivement, il risque d'avoir par exemple plus de poissons ou des trucs comme ça, mais c'est une cascade que vous êtes en train de faire. Et ouais, ça pose des questions, parce que du coup, vous modifiez complètement votre écosystème. Et quand ils ont essayé de faire ça, ils se sont rendus compte notamment qu'il y avait un phénomène qui était lié à ça, qui était l'eutrophisation. Simplement, les masses d'eau avaient une augmentation énorme de matière organique et une diminution énorme d'oxygène, au final, parce qu'il y avait beaucoup de bactéries et beaucoup de détritivores, on va dire, qui profitaient de l'apport de zooplancton et de phytoplancton énorme. Donc, c'est pas top. Petite pensée à tous les ratés de lutte biologique par introduction de prédateurs. Et exactement. Donc là, dans ce cas, c'est pas de la géo-ingénierie parce qu'on modifie pas des cycles géologiques et chimiques, mais c'est de l'éco-ingénierie, on pourrait dire ça comme ça. Donc, je mettrai un bémol très très important sur ce genre de choses. Salut, utilisateur chelou. Bonjour, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour. Je t'avais déjà vu qu'il t'était phono il y a quelques temps. J'espère que tu viens. Ça parle chaleur? Bah tout à fait. On parle canicule marine ici. Les effets rebonds incontrôlables, c'est exactement ça. Des effets rebonds. Quand on parle d'écologie, on a des choses, il faut vraiment faire attention parce que tout est lié dans un écosystème. Et nous, en tant qu'écologues, donc les personnes qui étudient les écosystèmes,
la science de l'écologie, pas l'écologie politique, mais vraiment la science de l'écologie, la science des habitats et des communautés, et bah on se rend compte très rapidement que tout est lié et que si on tire une corde, bah, ça va bouger toutes les autres cordes de l'écosystème. Donc, ce que je propose, c'est d'avoir plutôt une logique comment dire, de moindre impact, de plutôt que de tout modifier parce que, soyons fatalistes, on n'y arrivera jamais, plutôt de dire, bah, on va essayer d'avoir plutôt des principes de précaution et se dire, bah, je vais peut-être modifier quelques comportements, quelques petites choses pour essayer que notre écosystème soit le moins impacté possible de base, plutôt que d'essayer de réparer avec des planches dangereuses un écosystème qui serait un peu perturbé. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans cet article sur les canicules marines. Donc pour résumer, on va faire un petit résumé très rapidement. Canicule marine, c'est un phénomène qui fait que les masses d'eau ont une augmentation de température sur sur une échelle de temps, on va dire, qui fait que par rapport à leur moyenne, elles ont une augmentation de température. C'est une augmentation qui se fait à des échelles de temps plus longues qu'à l'atmosphère parce que l'eau a une capacité thermique plus élevée que l'atmosphère. Et quelques degrés de différence vont avoir déjà des impacts sur nos écosystèmes parce que les espèces auront moins de facilité à y survivre ou à s'adapter. Donc, ces conséquences-là sont à prendre avec sérieux parce que un petit changement peut déjà avoir une grosse importance sur le reste de l'écosystème. Et la problématique est que ce sont des phénomènes sur lesquels on n'a pas encore tous les outils pour bien les comprendre. Donc on prédit qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence de ces canicules marines, mais on ne sait pas encore comment trop les gérer et s'adapter à ça. Donc il y a un gros travail de recherche à faire actuellement sur mieux comprendre comment est-ce qu'elles apparaissent, mieux comprendre quels sont leurs effets, et mieux comprendre comment aussi on peut s'adapter à ces canicules-là ou comment adapter l'écosystème. Voilà, donc ça c'est les canicules marines. J'espère que vous avez